du cycle, cette fois-ci plutôt historique, que le comité d'histoire organise conjointement avec le Petit Palais. Nous avons la grande joie d'accueillir Jean-Michel Maulepoix, qui est non pas professeur à Paris-Ouest Nanterre La Défense, comme c'est indiqué sur les programmes, mais désormais professeur à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, et également poète, et qui va donc inaugurer ce cycle donc des vendredis. Vous avez compris que les mardis, c'était plutôt autour ou en parallèle de l'exposition Paris 1900, des conférences plutôt axées sur l'histoire de l'art, celle du vendredi étant plutôt axée sur une histoire au sens très large, qui est à la fois une histoire culturelle, c'est ce qu'on va aborder un petit peu aujourd'hui, une histoire aussi un peu politique, un peu sociale, en fonction des différents intervenants. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Maulepoix, et vous aurez ensuite tout le loisir de dialoguer avec lui, lui poser des questions en terminant cette conférence. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Je vais donc vous présenter la poésie de ce qu'on appelle la Belle Époque, c'est-à-dire ces années de prospérité qui font la charnière entre le 19e et le 20e siècle, entre la guerre de 1870 et la guerre de 1914. Si j'ai intitulé cette conférence « Richesse poétique des années 1900 », c'est que je vais effectivement évoquer une séquence de la poésie française qui a été particulièrement riche. Riche en auteurs, dont certains ont été oubliés et sont assez peu lus aujourd'hui, tandis que d'autres, au premier rang desquels Apollinaire, Claudel, Francis Jammes, Blaise Cendrars, Victor Ségalen, pour citer déjà quelques noms, d'autres donc occupent une place tout à fait éminente dans les histoires de la poésie française du XXe siècle. Donc une période riche en auteurs, mais riche aussi en groupes, en mouvements, puisque ce qu'un spécialiste, Michel Descaudins, appelle la crise des valeurs symbolistes à la fin du XIXe siècle, le moment où le mouvement symboliste éclate, cette crise des valeurs symbolistes a donné lieu à une multiplication de courants, de manifestes, de petits mouvements. J'en citerai quelques-uns comme le romanisme, le naturisme, l'unanimisme, l'humanisme. Le temps, l'époque, cette époque charnière, à mains égards, l'époque est au manifeste, au parti pris. La poésie se cherche, se transforme, se rénove, se redynamise. Donc une époque riche en groupes et en mouvements, mais également une époque riche au plan des formes, puisqu'on peut observer quantité de transformations dans les écritures même, l'épanouissement du vers libre, pratiqué notamment par Apollinaire et Blaise Cendrars, qui est apparu une vingtaine d'années plus tôt, l'usage du verset, auquel Claudel donne, je dirais, même ses lettres de noblesse, l'usage du poème en prose, mais également des recherches typographiques nouvelles, dont Apollinaire nous donnera l'illustration, par exemple, dans Calligramme. Un nouveau lyrisme visuel qui se met en place dans l'alliance de la poésie et de la peinture. Je l'évoquerai rapidement tout à l'heure à propos du travail de Blaise Cendrars et de Sonia Delaunay. Donc une époque riche, et riche comme a été riche l'exposition universelle de 1900, dont j'ai choisi de vous présenter tout de suite une image en commençant. Alors j'ai trouvé quelques diapositives qui vont émailler mon propos. Mais le plus important, la richesse peut-être la plus fondamentale et qui expliquerait toutes les autres, me paraît être le mouvement par lequel la poésie de cette époque quitte, et souvent bruyamment, la chambre dans laquelle s'était symboliquement enfermé le XIXe siècle finissant. La chambre crépusculaire, ou on pourrait presque dire la chambre mortuaire de la fin du XIXe siècle, cet intérieur bourgeois cossu, qui est également parfois aussi une métaphore de l'intériorité psychologique. On va voir comment la poésie de ce temps quitte cette chambre symboliste pour renouer avec le monde sensible.
avec le dehors, avec le réel, avec la foule, avec la rue, avec la sensation, avec la vitalité. Cette chambre, je dirais que c'est quelque chose comme le cul-de-sac du XIXe siècle et de son idéalisme. C'est par exemple celle dans laquelle Des Esseintes, le héros décadent du roman de Huysmans, À rebours, ce héros vit enfermé, cultivant ses sens dans un monde d'artifice. J'ai là une image de Huysmans, voilà. Un monde d'artifice, cherchant le raffinement extrême, jouissant de ses propres reflets, séparé du monde extérieur par des murs et des tentures épaisses. Voici un autre portrait de Huysmans, rue de Sèvres. Je ne résiste pas à ce propos au plaisir de vous lire la description d'un dîner excentrique, un extravagant repas fin de siècle, je dirais, un repas de deuil donné par ce héros de Huysmans, Des Esseintes, qui manifeste un goût tout à fait morbide pour le nocturne. Je vous cite cet extrait. Dans la salle à manger tendue de noir, ouverte sur le jardin de sa maison subitement transformée, montrant ses allées poudrées de charbon, son petit bassin maintenant bordé d'une margelle de basalte et rempli d'encre et ses massifs tout disposés de cyprès et de pins, le dîner avait été apporté sur une nappe noire garnie de corbeilles de violettes et de scabieuses, éclairée par des candélabres où brûlaient des flammes vertes et par des chandeliers où flambaient des cierges. Tandis qu'un orchestre dissimulé jouait des marches funèbres, les convives avaient été servis par des négresses nues, avec des mules et des bas en toile d'argent semés de larmes. On avait mangé dans des assiettes bordées de noir, des soupes à la tortue, des pains de seigle russes, des olives mûres de Turquie, du caviar, des poutargues de mulet, des boudins fumés de Francfort, des gibiers aux sauces couleur de jus de réglisse et de cirage, des coulis de truffes, des crèmes ambrées au chocolat, des puddings, des brugnons, des résinés, des mûres et des guignes. Bu dans des verres sombres les vins de la Limagne et du Roussillon, des Tenedos, des Valdepeñas et des Portos. Savouré après le café et le brou de noix, des kvass, des porters et des stouts. Le dîner de faire part d'une virilité momentanément morte était écrit sur les lettres d'invitation semblables à celles des enterrements. Voilà. C'est un morceau de bravoure tout à fait frappant. Alors, d'une façon moins caricaturale, pour illustrer encore cette chambre symboliste que j'évoque, c'est aussi bien le salon dans lequel le frileux Mallarmé reçoit, à la fin du XIXe siècle, ses amis le mardi, un châle, pied de poule sur les épaules, le châle que lui a offert Méry Laurent, sa maîtresse, enfin maîtresse c'est beaucoup dire, sa cocotte, un univers de bibelots et de porcelaine. C'est avec lui une poésie où évoluent les nymphes et sur laquelle règnent les figures froides et cruelles de la princesse Hérodiade et sa fille Salomé. Voilà un extrait, si je puis dire, ou un détail de Salomé dansant peinte par Gustave Moreau. C'est une des héroïnes de cette fin du XIXe siècle, la princesse Salomé. Claudel le décrit ainsi, cet intérieur, un peu plus tard. Claudel qui avait été un des familiers de Mallarmé. La lampe, la glace, la console, les rideaux, l'horloge, la bibliothèque, les dés, sans oublier dans sa vacuité transparente cette goutte de néant qui manquait à la mer, le fameux flacon Ouptix. Tout le mobilier étoffé et étouffant de l'ère victorienne. Aussi la suspension à gaz avec son petit sifflement si bien décrite et recommandée dans les numéros de la dernière mode. Mallarmé écrivait des articles dans une revue qui s'intitule « La dernière mode ». Où un nouveau rêveur, le cigare au doigt, vient de succéder à celui du corbeau, d'Edgar Poe. Au dehors, il n'y a que la nuit sans espérance. Ce n'est même pas la peine de soulever les rideaux,
et de regarder par la fenêtre. Pas la peine, en effet, de regarder par la fenêtre, puisque la fenêtre, comme la nuit, est noire, aveugle, laquée d'obscurité, sans espérance, nous dit Claudel. Symboliquement, évidemment, ces propos, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, il faut les entendre comme des métaphores, d'une situation, je dirais, ontologique et d'une situation poétique, d'une situation d'épuisement à la fin du XIXe siècle. Cela même que va secouer la poésie dont je vais vous parler. Et il se trouve que c'est autour de la fenêtre, on pourrait la garder comme motif et comme fil conducteur, que le sort de la poésie nouvelle va se jouer dans les années 1900. Fenêtre qui d'ailleurs, par sa forme rectangulaire, évoque aussi bien la feuille de papier que la toile du peintre. Fenêtre qui assure évidemment la transition entre le dehors et le dedans, et selon le sort qu'on lui réserve, elle est plus ou moins d'un côté ou de l'autre, elle est plus ou moins une figure de l'extériorité ou un passage vers l'extériorité, ou au contraire une figure de l'intériorité. Voilà que le statut de cette fenêtre va changer, et que la poésie nouvelle va tout à la fois, je dirais, la rouvrir et la recolorer violemment, en inaugurant une nouvelle économie de relations entre le dehors et le dedans. Alors faisons quelques pas vers l'arrière et souvenons-nous de cette histoire de la fenêtre. Elle commence avec Baudelaire. Bon, je n'ai pas résisté à vous présenter le portrait, évidemment, qui consacrait à la fenêtre un des petits poèmes en prose du spleen de Paris. Texte bref, où il est question du singulier pouvoir de fascination que peut exercer une fenêtre fermée et obscure. Je vous le rappelle, ce petit poème en prose. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? Qu'importe. Ce que peut être la réalité placée hors de moi si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis. Ce texte est très intéressant parce qu'il fait de la fenêtre un instrument optique destiné non pas à l'ouverture vers le monde extérieur, mais à l'imagination et à la spéculation intellectuelle. La fenêtre est fermée. Elle permet de regarder non pas dehors, mais à l'intérieur de soi. C'est comme un miroir en définitive. Voilà la fenêtre baudelairienne par excellence. Et je rappelle que dans un autre des petits poèmes en prose, Baudelaire a cassé par dépit les vitres du mauvais vitrier, poème intitulé « Le mauvais vitrier », qui n'avait pas de verre de couleur permettant de voir, comme il lui disait, la vie en beau. Or, des verres de couleur, c'est très exactement ce que va apporter la poésie nouvelle. Un nouvel éclairage, une nouvelle transitivité, un nouveau rapport au dehors, doublé d'un nouveau lyrisme visuel. Le peintre Robert Delaunay, vous avez ici un petit extrait de tableau, commence en 1912 la série de tableaux intitulée « Fenêtres », qui inspirera à Guillaume Apollinaire un poème précisément intitulé « Les fenêtres », où la lumière même s'ouvre comme une orange. Ce texte est long, assez complexe, je vous en lis juste un extrait. « Tu soulèveras le rideau, et maintenant voilà que s'ouvre la fenêtre, à régner quand les mains tissaient la lumière, beauté
pâleur, insondable violet. Nous tenterons en vain de prendre du repos. On commencera à minuit. Quand on a le temps, on a la liberté. Bigorneau, Lot, multiples soleils, et l'oursin du couchant. Une vieille paire de chaussures devant la fenêtre. Pardon, je fais une erreur. Une vieille paire de chaussures jaunes devant la fenêtre. Tours. Les tours, ce sont les rues. Puis, ce sont les places. Puis, arbres creux qui abritent les capresses vagabondes. Les chabins chantent des airs à mourir aux chabines marronnes. Et l'oie, ouah, trompette au nord, où les chasseurs de ratons raclent les pelleteries. Un étincelant diamant, Vancouver, où le train blanc de neige et de feu nocturne fuit l'hiver. Ô Paris, du rouge au vert, tout le jaune se meurt. Paris, Vancouver, hier, maintenant, New York et les Antilles. La fenêtre s'ouvre comme une orange, le beau fruit de la lumière. Alors voilà, la fenêtre s'est ouverte. Elle était fermée, elle était noire, elle était opaque, c'était un miroir. Elle est devenue comme une orange, elle laisse passer le jus de la lumière. Ce n'est plus du tout la triste fenêtre baudelairienne éclairée d'une vague chandelle, ce n'est pas non plus, et là je pourrais vous lire d'autres textes, la morbide et délirante fenêtre malarméenne contre laquelle le poète vient coller les poils de sa pauvre figure, je reprends là les mots de Mallarmé lui-même dans son poème Les Fenêtres, pour contempler là-bas le soleil couchant. Je vous renvoie à ce poème magnifique. Cette fenêtre-là, la fenêtre malarméenne, est infranchissable. Or, rouvrir, recolorer la fenêtre du poème, recolorer la langue aussi bien, recolorer la perception, tel est bien le propos, le projet nouveau du poème à l'aube du XXe siècle. Claudel a indiqué cela avec beaucoup de netteté et de fermeté dans ses réflexions sur la poésie. Je vous lis l'extrait. L'aventure d'Iguiture, donc le héros malarméen, est terminée, et avec la sienne, celle de tout le XIXe siècle. Nous sommes sortis de ce fatal engourdissement, de cette attitude écrasée de l'esprit devant la matière, de cette fascination de la quantité. Nous savons que nous sommes faits pour dominer le monde et non pas le monde pour nous dominer. Le soleil est revenu au ciel, nous avons arraché les rideaux et nous avons envoyé par la fenêtre l'ameublement capitonné, les bibelots de bazar. Je suis frappé par cette trajectoire qui mène, encore une fois, symboliquement à ce geste. Il s'agit de désaffubler la poésie, de changer sa lumière, un peu comme Paris à cette époque, progressivement semble-t-il à partir de 1880, mais là je laisserai aux historiens le soin de dire les choses mieux que moi. Paris à cette époque va peu à peu abandonner les lueurs blafardes du gaz, dispensateur moderne de l'extase, disait Mallarmé, l'éclairage au gaz, pour les éclairages autrement vifs de la fée électricité. Rappelons par exemple que la fontaine lumineuse a été une des attractions de l'exposition universelle de 1900. Alors, où commence le XXe siècle en poésie? La question est un peu oiseuse. Plutôt que 1900, c'est en général l'année 1913 qui est retenue et qui constitue un repère majeur pour marquer l'entrée de la poésie dans une époque nouvelle. C'est l'année où paraissent deux recueils très novateurs, Alcool, de Guillaume Apollinaire, et La prose du transsibérien, de Blaise Cendrars. C'est aussi l'année où Proust publie Du côté de chez Swann, qui renouvelle complètement l'art romanesque. C'est l'année où Charlie Chaplin fait sa première apparition au cinéma. C'est en musique l'année du Sacre du printemps de Stravinsky, et c'est aussi une date importante dans l'histoire du cubisme analytique. Une année inventive, 1913, une année riche, qui, hélas, marque déjà le point terminal ou presque d'une époque heureuse qui n'aura pas duré très longtemps, cette belle époque, puisque nous sommes tout juste un an avant la Grande Guerre, qui va engloutir dans la boue des tranchées de Verdun et d'ailleurs les espoirs du nouveau siècle.
Mais trop privilégier ce début des années 1900, c'est risquer peut-être d'oublier les mouvements lents par lesquels la poésie française a quitté le romantisme puis le symbolisme au cours du XIXe siècle. Et s'il faut trouver un véritable commencement à la poésie du XXe, on le situera dans les efforts que fournissent les poètes aux alentours de 1900 pour se dégager des reflets, des jeux de reflets, des miroirs, des créatures éthérées du symbolisme. Et ces efforts sont progressifs. On en observe les paliers dans l'œuvre de Verhaeren, d'Apollinaire, de Sandrars, de Francis Jammes. Le dégagement de la poésie nouvelle n'est pas en vérité une rupture. Il réside plutôt dans un changement de rythme et de registre. Je rappellerai que dans la lignée ouverte par Mallarmé, le symbolisme, le mouvement précédent, s'était constitué autour d'une série de refus, anti-prosaïsme, dédain du pathos, du sentimentalisme et de la poésie édifiante. La poésie nouvelle va réincorporer les matériaux hétérogènes qui avaient été écartés au profit de la musique et d'une mystique du verbe et de la beauté. Alors il y a 3 influences majeures qui cernent ce mouvement de fond. Celle de Whitman, celle de Nietzsche et celle de Bergson. L'Américain Walt Whitman, remarquable par sa grande barbe, qui fait de lui le patriarche de la poésie américaine, auteur des Feuilles d'herbe, qui a été traduit en France au début du XXe siècle, qui a commencé d'être traduit à partir de 89 même, et qui a paru intégralement en 1908, Walt Whitman a beaucoup influencé les poètes français de cette époque, enfin certains d'entre eux au moins. Il donne à lire une poésie des grands chemins qui célèbre le mouvement, l'adhésion à la réalité. La poésie, affirme-t-il, je le cite, ne demande rien de meilleur ou de plus divin que la vie réelle. De même, deuxième mouvement, le nietzschéisme pénètre largement la culture de l'époque en apportant une affirmation presque organique de la vie et de la puissance de l'homme. Enfin, la pensée de Bergson, pensée bergsonienne de l'énergie spirituelle, qui va paraître un peu plus tard, en 1919, enrichit déjà ce courant vitaliste. Bergson, vous vous en souvenez, s'intéresse aux données immédiates de la conscience et célèbre lui aussi le rapport actif à la réalité, l'élan, le mouvement de la création. Je le cite, « Créateur par excellence est celui dont l'action, intense elle-même, est capable d'intensifier aussi l'action des autres hommes et d'allumer, généreuse, des foyers de générosité. » Aux yeux de Bergson, la théorie de la connaissance et la théorie de la vie sont inséparables. On pourrait dire que le XIXe siècle avait beaucoup aimé les songes et les chimères, et que finalement, il avait fait sien le mot de Rousseau, qui déjà au XVIIIe disait que le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité. Le XXe va tenir un tout autre langage. C'est avant tout le réel qui importe, fût-ce parfois au détriment de la noblesse ou de la hauteur même de la poésie. Il ne s'agit plus de s'absenter du monde, fuir là-bas, fuir, je sens que les oiseaux sont ivres, d'être parmi l'écume inconnue et les cieux, disait Mallarmé, ou Baudelaire, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Il y avait ce mouvement de fuite. Il ne s'agit plus maintenant de s'absenter du monde, mais de frayer une voie permettant de le rejoindre dans sa dureté, sa division, son étrangeté même, voire de faire acte de présence à la présence. Le XXe siècle voit naître véritablement la poésie objective que Rimbaud appelait de ses voeux, ou ce lyrisme objectif d'essence spirituelle que réclamait Jules Romain. Alors, cela va se faire à travers toute une série de petits mouvements. On sort du symbolisme en voyant éclater en multiples courants ce mouvement qui, en vérité, avait été plutôt un regroupement assez hétérogène de poètes. D'abord, 5 ans à peine après la publication du manifeste du symbolisme, dont Jean Moréas, vous avez ici le portrait
était l'auteur, ce manifeste qui avait tracé les grandes lignes de sa doctrine, le symbolisme éclate en courants qui traduisent les postulations contradictoires qui travaillaient ce mouvement. Premier mouvement, le romanisme. L'école romane voit le jour quand le même Jean Moréas publie, le 12 janvier 1891, la charte des poètes romans, qui se pose en héritier du principe gréco-latin. J'arrive. Ah non, j'étais trop loin. Voilà. Vous avez ici un extrait d'un manuscrit de Jean Moréas, les textes intitulés Stances. Donc il publie le 12 janvier 1891 la charte des poètes romans, c'est-à-dire des poètes qui veulent héritier de l'humanisme antique, tel que l'avaient illustré les poètes de la Pléiade, héritier également des classiques, des poètes qui voudraient renouer la chaîne, ce qu'ils appellent la chaîne gallique, la chaîne gauloise, la vieille chaîne française, et qui se réclament aussi bien des anciens trouvères du Moyen-Âge que de Villon, de Ronsard ou de La Fontaine. Cette attitude, qui est à l'évidence anti-moderniste, se place assez vite sous l'égide de Charles Maurras, qui a accusé les hommes du XIXe d'avoir corrompu la langue, dégradé le style poétique et brisé le vers traditionnel. Donc il y avait une dimension relativement réactionnaire dans ce mouvement. Récusant l'esthétique de la discordance, ces poètes réclament un retour aux valeurs d'harmonie. Je citerai par exemple quelqu'un qui a été proche de ce mouvement, c'est Anna de Noailles, qui chante le pays, ma France, quand on a nourri son cœur latin du lait de votre Gaule, quand on a pris sa vie en vous comme le thym, la fougère et le saule, quand on a bien aimé vos forêts et vos eaux, l'odeur de vos feuillages, la couleur de vos jours, le chant de vos oiseaux dès l'aube de son âge, quand amoureux du goût de vos bonnes saisons, chaudes comme la laine, on a fixé son âme et bâti sa maison au bord de votre Seine, quand on n'a jamais vu se lever le soleil ni la lune renaître ailleurs que sur vos champs, que sur vos blés vermeils, vos chênes et vos hêtres, quand jaloux de goûter le vin de vos pressoirs, vos fruits et vos châtaignes, on a bien médité dans la paix de vos soirs les livres de Montaigne, quand pendant vos étés luisants, où les lézards sont verts comme des fèves, on a senti fleurir les chansons de Ronsard au jardin de son rêve, quand on a respiré les automnes sereins où coulent vos résines, quand on a senti vivre et pleurer dans son sein le cœur de Jean Racine, quand votre nom, miroir de toute vérité, émeut comme un visage, alors on a conclu, avec votre beauté, un si fort mariage, que l'on ne sait plus bien quand l'azur de votre œil sur le monde flamboie, si c'est dans la tendresse, dans sa tendresse, ou bien dans son orgueil, qu'on a le plus de joie. Vous avez là des formes, on pourrait dire, relativement classiques. Une poésie qui est moins tournée vers l'invention ou vers le renouvellement de l'écriture que, évidemment, vers tout un système d'écho, de références anciennes. Deuxième mouvement, le naturisme. Le 10 janvier 1997 est lancé le courant naturiste qui réagit contre les excès spiritualistes du symbolisme en revendiquant cette fois un panthéisme gigantesque et radieux. Ce sont les formules du manifeste naturiste qui paraît à cette époque. Un retour à la vie naturelle très éloigné de l'art pour l'art constitue le programme de Maurice Leblond, qui a été l'initiateur de ce courant, auteur d'un essai sur le naturisme. Maurice Leblond, c'était le beau-fils de Zola et ce sera plus tard le secrétaire de Clémenceau. Maurice Leblond qui fustigeait le culte de l'irréel et l'art du songe pour affirmer avec force le désir d'un rajeunissement de la poésie par l'émotion. Je le cite, « Dans l'étreinte universelle, nous voulons rajeunir notre individu. Nous revenons vers la nature. Nous recherchons l'émotion saine et divine. Nous nous moquons de l'art pour l'art. » Il s'agit donc d'en finir avec ce qui est perçu comme une sclérose, ces vieilles vieilleries dont parlait déjà Rimbaud, ce vieux temps. Cette même année, 1895, a vu paraître, sous la plume de Gustave Kahn,
auteur des Palais nomades en 87 et promoteur du vers libre, ou de Stuart Merrill, des poèmes qui renouent avec une expression mélancolique de la vie sentimentale, ainsi qu'un important essai intitulé La poésie populaire et le lyrisme sentimental, dû à Robert de Souza, qui était poète et critique. Ne craignez pas, je ne vais pas vous multiplier les noms ainsi, mais il faut voir comment convergent à ce moment un certain nombre d'initiatives qui remettent en valeur la nature, qui remettent en valeur la poésie classique ou qui mettent en valeur des énergies nouvelles. Le dégagement du mysticisme symboliste s'opère, transite par le recours à une expression directe, discontinue, accélérée. La poésie va changer son rythme et ses appuis en prenant parti pour la fugitivité contre les alanguissements et contre le désir d'éternité ou d'atemporalité qui régnait sur la poésie symboliste. Elle entend faire retour à l'aujourd'hui, à l'émotion, à la passion. C'est aujourd'hui le commencement du temps de la passion, s'exclame Charles Louis-Philippe, à quoi fera écho le culte des sensations célébré par André Gide dans Les nourritures terrestres, qui paraissent en 1897 et qui prônent la joyeuse acceptation du monde sensible. Il s'agit alors, dans l'esprit de Gide, de rendre l'homme de lettres surcultivé, cet homme de lettres qu'il est lui-même d'ailleurs, à une forme de dénuement. Vous vous souvenez peut-être de la phrase célèbre de Nathanaël dans Les nourritures terrestres. « Il ne me suffit pas de lire que les sables des plages sont doux, je veux que mes pieds nus le sentent, toute connaissance que n'a pas précédé une sensation, mais inutile. » Autre courant, toujours dans ce phénomène d'éclatement du symbolisme, le 12 décembre 1902, Fernand Gregg fonde l'humanisme, mouvement qui prône l'expression de la beauté vivante de l'humanité tout entière. Il reproche aux prédécesseurs, surtout aux parnassiens et aux symbolistes, d'avoir perdu de vue l'homme en développant un souci et une vision strictement artistes. Il revendique à l'inverse un art plus enthousiaste, plus tendre et plus intime, dit-il. Sous la plume du poète, l'homme doit redevenir une totalité, un ensemble de réalités émotionnelles autant que sociales, et non plus une gamme restreinte de sensations. Je le cite, « Après l'école de la beauté pour la beauté, après l'école de la beauté pour le rêve, l'école de la beauté pour la beauté, ce serait le Parnasse, l'école de la beauté pour le rêve, ce serait le symbolisme, il est temps de constituer l'école de la beauté pour la vie. » On entend comme ça se répéter des déclarations de ce type, des proclamations, des injonctions même, qui vont dans le même sens. Un soir d'octobre 1903, Jules Romain, le futur auteur des Hommes de bonne volonté, alors étudiant, éprouve subitement, en remontant la rue d'Amsterdam à Paris, l'intuition d'un être vaste et élémentaire, c'est sa formule, dont la rue, être vaste et élémentaire, dont la rue, les voitures, les passants formaient le corps et dont le rythme emportait ou recouvrait les rythmes des consciences individuelles. Voilà que tout à coup, dans son esprit, les mouvements de la ville, les mouvements de Paris, font apparaître une âme qui les unifie, dont le poète se sent comme la conscience, comme s'il en était la conscience. Et c'est ainsi que Jules Romain définit l'expérience unanimiste, nouveau courant encore, nouveau mouvement qui va naître, nouvelle mystique poétique profane, revanche, encore une fois, sur le subjectivisme effréné. Et autour de Jules Romain et de Charles Wildrac et de Georges Duhamel, un groupe de poètes va se réunir à l'abbaye de Créteil, le groupe des unanimistes qui aspirent à une fraternité humaine universelle, inspirée, pour une part,
par le modèle des feuilles d'herbe de Walt Whitman. Donc on peut voir aussi à travers ces différents courants que la soif spirituelle du symbolisme n'est pas étanchée, mais au lieu de s'évader dans le rêve et la musique, cette soif spirituelle parvient désormais à se réconcilier avec la foule et la cité. Comme l'affirme Charles-Louis Philippe dans une de ses chroniques de l'Ermitage, le temps est passé où l'on restait 14 heures dans sa chambre. Ce qui caractérise la poésie nouvelle, c'est un désir de boire aux sources. Alors, boire aux sources, c'est ce que va faire, par exemple, un poète comme Francis Jammes. Que je ne fasse pas de bêtises, j'ai été trop vite. Pardonnez-moi, j'ai perdu mon... Ah là là, bon, il faut que je revienne en arrière. Un instant. Voilà, Francis Jammes, dont vous avez ici une photographie. Une des issues se trouve du côté de la nature et de la chair. On entend cela très bien dans un recueil de Francis Jammes qui est intitulé « De l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soir », qui était paru en 1898 et qui a été au cœur des débats qui ont accompagné la naissance du mouvement naturiste. Contre les artifices esthétisants, Francis Jammes déclare que, je le cite, « toutes choses sont bonnes à décrire lorsqu'elles sont naturelles ». Il célèbre de nouvelles noces avec le monde sensible, tout en rêvant d'un art social. Il prend le parti du simple. Il puise son inspiration buissonnière et bucolique dans le canton pyrénéen d'Orthez qui lui est familier. Il fait boiter l'alexandrin dans les paysages proches, use largement des libertés d'allure que Verlaine avait su imprimer au vert pour saisir les nuances les plus fines. Alors paradoxalement, l'exemple que j'ai choisi pour illustrer cette écriture très sensible de Francis Jammes, je l'ai retenu dans un poème, à travers un poème intitulé Amsterdam, qui est écrit en 1900 pour faire un clin d'œil à une métropole voisine. Je vous lis ce petit texte. « Les maisons pointues ont l'air de pencher. On dirait qu'elles tombent. Les mâts des vaisseaux qui s'embrouillent dans le ciel sont penchés comme des branches sèches, au milieu de verdure, de rouge, de rouille, de harançor, de peau de mouton et de houille. Robinson Crusoe passa par Amsterdam. Je crois du moins qu'il y passa en revenant de l'île ombreuse et verte aux noix de coco fraîches. Quelle émotion il dut avoir quand il vit luire les portes énormes aux lourds marteaux de cette ville. Regardait-il curieusement les entresols où les commis écrivent des livres de contes? Eut-il envie de pleurer en ressongeant à son cher perroquet, à son lourd parasol qu'il abritait dans l'île attristée et clémente? Ce qui est très frappant, c'est évidemment de voir combien à la fois le rythme est différent, l'usage du vers est différent. Tout cela se libère. L'expression est beaucoup plus concrète. La poésie se détache d'une dimension, je dirais, trop artiste, trop littéraire, qui avait tendance à l'ankyloser. On perçoit bien, en entendant ce texte, à quel point l'auteur cherche à appréhender visuellement, dans la langue même, la réalité. Deux autres auteurs importants, évidemment, sont Claudel et Péguy, deux contemporains de Francis Jammes, qui manifestent eux aussi le désir d'un lien fort avec le monde proche. Pour Péguy, c'est le mystère de l'incarnation
qui fonde l'expérience poétique et qui lie l'homme à Dieu et le charnel au spirituel. Tout se passe comme si, entre le spleen et l'idéal dont Baudelaire répétait le divorce, ou entre l'action et le rêve que Rimbaud avait rêvé de concilier, il s'agit maintenant de sceller un nouveau pacte. Péguy entend y parvenir à ce nouveau pacte entre l'action et le rêve par le pouvoir incantatoire du langage. Il obtient un étonnant effet hypnotique par l'usage qu'il fait de la litanie. Il mise sur la puissance épique de l'alexandrin et développe un gigantesque travail de tissage. Par exemple, dans un volume intitulé « Tapisserie », qui paraît en 1912 et 1913, il développe des vides, je dirais même plutôt, 35 000 alexandrins. On peut lire par exemple ce poème qui est consacré à Paris. Paris, vaisseau de charge. C'est un des textes les plus connus de Charles Péguy. Double vaisseau de charge aux deux rives de Seine, vaisseau de pourpre et d'or, de myrrhe et de cinname, vaisseau de blé, de seigle et de justesse d'âme, d'humilité, d'orgueil et de simple verveine. Nos pères t'ont comblé d'une si longue peine, depuis 1000 et 1000 ans que tu viens à la lame, que nulle cargaison n'est si lourde à la rame, et que nul bâtiment n'a la panse aussi pleine. Mais nous apporterons un regret si sévère et si nourri d'honneur et si creusé de flamme, que le chef le prendra pour un sac de prière et le fera hisser jusque sous l'oriflamme, navire appareillé sous septime sévère, double vaisseau de charge au pied de Notre-Dame. On entend bien la dimension incantatoire qu'a ce texte. Et Charles Péguy entend le poème comme une vaste polyphonie. C'est un poète patriote, nationaliste, chantre de Jeanne d'Arc, dreyfusiste, dramaturge, polémiste. Il a fondé les Cahiers de la Quinzaine. Il poursuit sur des modes multiples une activité nombreuse, une quête à la fois mystique et morale. Maintenir, dit-il, dans le monde un certain niveau de noblesse. Et son souci, conjugué à sa poétique de l'incarnation, le conduit à privilégier les grands personnages, les mythes, voire les mystères. Jeanne d'Arc est une incarnation à ses yeux, dans le texte intitulé « Mystère de la charité de Jeanne d'Arc », paru en 1910, tout comme à sa façon l'épi de blé pointé dans les champs de la Beauce et les clochers de Chartres. Premier écrivain français mort au champ d'honneur de la guerre de 14-18. Péguy disparaît le 5 septembre 1914, un an après la publication de la longue suite des quatrains d'Ève, un long poème qui réécrit l'épopée de l'homme depuis le paradis terrestre jusqu'au monde temporel. Alors, ce qui est intéressant de voir là, c'est que vous avez des poètes, je dirais, à gros appétit lyrique, une puissance d'écriture extrêmement forte et dont peut-être la plus grande illustration est Claudel. C'est lui qui annonce le mieux peut-être les ivresses du siècle nouveau. Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers, s'exclamera bientôt Apollinaire. C'est lui qui l'illustre comme chantre du monde total, célébrant un christianisme cosmique et inspiré. Ô credo entier des choses visibles et invisibles, je vous accepte avec un cœur catholique, dit Claudel. Comme celle de Péguy, comme celle de Francis Jammes, sa poétique valorise l'incarnation de l'homme dans le monde et dans l'histoire, mais elle entend également participer à l'ouvrage de Dieu qui a donné à l'homme une voix pour témoigner. À partir d'une expérience première qui est celle du conflit, du mouvement, elle ouvre une voie
vers le salut. La poésie de Claudel est une poésie qu'on pourrait dire pneumatique, une affaire de souffle qui déborde de toute mesure. Il a besoin du verset pour exprimer cette pulsation. Il formule le verbe en termes de dilatation, de vibration. Que mon vers ne soit rien d'esclave, dit-il, mais tel que l'aigle marin qui s'est jeté sur un grand poisson. Il entend le poème comme un être avec, une connaissance, le lieu d'une relation extensive à tout ce qui est. Claudel, il faut savoir qu'il a rencontré ensemble Rimbaud et Dieu à travers une double révélation, celle de la lecture des Illuminations, au moment de leur parution, en 86, les Illuminations de Rimbaud a été une véritable commotion cérébrale pour Claudel, et puis la rencontre de Dieu, une révélation également, en écoutant la messe des vêpres de Notre-Dame à Noël, le jour de Noël 1986. Et cela a donné à Claudel une force toute particulière. Je dirais qu'il est implanté dans la poésie par cette double rencontre autant que par son catholicisme. Il devient le poète de la sainte réalité donnée une fois pour toutes. Et dans une lettre à Gide du 8 novembre 1908, il déclare « Ce que peindront mes odes, c'est la joie d'un homme que le silence éternel des espaces infinis n'effraie plus, mais qui s'y promène avec une confiance familière. » Claudel prend parti résolument pour le haut lyrisme, c'est-à-dire pour une parole escaladante qui fait résonner la langue. Et il écrit donc ces 5 grandes odes où sont formulées, je dirais, lyriquement les aspirations vitalistes du nouveau siècle. L'ode suppose un transport, une possession inspirée du poète. Soudain le coup sourd au cœur, le rapt sec, soudain la possession de l'esprit. Poésie de l'être qui cherche à se surpasser. L'ode, telle que Claudel l'entend, est un exploit, une prouesse verbale. Elle mobilise toutes les ressources de la langue. Claudel l'envisage, je le cite encore, comme un beau corps nu tout brillant de soleil et d'huile, qui vient saluer la victoire de ceux qui, par la force du moins de leurs pieds, ont fui le poids du corps inerte. La forme ample du verset manifeste le dynamisme de l'inspiration et la puissance du souffle. Mais cette forme ample du verset que Claudel a choisie résulte aussi de son rejet de ce qu'il appelle l'abominable métronome de l'alexandrin et de son désir d'inventer une versification vivante. Je le cite encore dans Position et proposition sur le vers français. « Ah, il n'y a plus besoin de mesurer et de compter. Quel soulagement, comme l'esprit jouit de cet affranchissement de l'oreille. » La pulsation, la discontinuité sont les valeurs que Claudel va privilégier. Nous pensons, nous sentons par intermittence, le cerveau fonctionne par décharge. Tel est aussi le martèlement des pas frappés. Le verset est proche de la danse. Il dilate le vers libre, dont la propriété est précisément de se tenir au plus près de la cadence intérieure. Alors cette force, ce dynamisme étonnant que répercutent ces 5 grandes odes et qui résonnent également à travers son théâtre, Claudel l'a puisé dans son tempérament de paysan pourrait-on dire, c'est ainsi qu'il se définit lui-même, dans sa lecture de Rimbaud, dans sa croyance, mais également dans ce qu'il conviendrait d'appeler un nouveau sentiment géographique. N'oublions pas que Claudel a été ambassadeur en Chine, consul plutôt. Il a rédigé là-bas des proses, les proses de connaissance de l'Est, parues en 1907, qui traduisent une nouvelle perception de l'espace, une nouvelle perception de l'ailleurs, du lointain, qui rompt avec l'exotisme fin de siècle. Il ne s'agit pas de répertorier du pittoresque, du coloré,
mais plutôt de découvrir ou de faire saillir un nouveau sentiment de l'élémentaire, de la présence, entrer dans l'âme chinoise, par exemple, mais pour élargir la compréhension de l'homme même. Alors ce nouveau sentiment géographique, Claudel le partage avec d'autres, et d'autres qui, je dirais, poursuivent dans l'espace l'ouverture de la fenêtre par laquelle j'avais commencé ce propos en l'étendant, en la développant, en la poussant beaucoup plus loin, puisque cette fois c'est une grande fenêtre géographique qui s'ouvre par exemple dans l'œuvre de Victor Segalen. Même rejet chez Victor Segalen de l'exotisme de surface. Désireux d'un contact, d'une confrontation directe avec la réalité étrangère, Segalen, auteur de Stèles, médecin de la marine, attentif au sort des peuples d'Océanie, voir son livre Les Immémoriaux en 1907. Désireux donc d'une confrontation directe avec la réalité étrangère, Segalen vit l'exotisme comme une ascèse, comme une initiation. Il est totalement opposé à ce qu'il appelle le tourisme du cocotier et du chameau. Les lointains sont déjà pour lui ce qu'ils seront plus tard pour Michaud, des lointains intérieurs. La perception aiguë et immédiate d'une incompréhensibilité. L'exotisme est un voyage au fond de soi comme inconnu. Jetant un regard tout à fait soupçonneux sur la littérature, conçue comme une activité qui se recroquevillerait sur elle-même, Segalen intitule son essai sur l'exotisme, qui paraît en 1908, « Esthétique du divers ». Et il rappelle le sens du préfixe exo. Exo, c'est ce qui est dehors. Donc il s'agit d'une véritable mise en difficulté, d'un accès à l'étranger, d'une expérience de l'autre, du tout autre, qui rapprocherait aussi bien l'épreuve du voyage que l'expérience de l'écriture. Alors c'est à Pékin que Segalen fait imprimer en 1912, à 80 exemplaires non commis à la vente, ses stèles, 64 poèmes en prose, qui rappellent la structure du sonnet, des textes qui se dressent, dédiés à l'inconnaissable, pour faire face à l'avenir, qui fixent l'indicible, ou plutôt qui fixent la relation de l'homme à l'indicible. Autre voyageur cosmopolite, Valéry Larbaud. Valéry Larbaud qui va aller chercher, lui aussi, hors de France, dans les lointains, dans la manie déambulatoire comme dans la langue, le sentiment du neuf. Ce poète, relativement méconnu, est le fils fortuné d'un pharmacien qui a découvert et exploité à Vichy la source Saint-Yor. Et étonnamment, il conjugue la fortune et la maladie. Il est fortuné par son père, mais une hémiplégie a fait de lui un invalide pendant 20 ans, qui va voyager en train, de pays en pays, en chambre, de livre en livre, et on pourrait le percevoir à ce titre comme une vivante incarnation des efforts fournis par la poésie du XXe siècle commençant pour quitter la chambre. Il a été l'introducteur de Joyce en France, le traducteur de Coleridge et surtout de Whitman, qu'il a découvert dès les dernières années du XIXe siècle. Il mélange d'une certaine manière le prosaïsme américain aux élans lyriques de sa propre sensibilité. Et il accède par là, dans un livre intitulé « Les poésies de A.O. Barnabas », paru 2 temps en 1908 et 1913, à une écriture où le ton de la conversation se mélange à l'effusion quotidienne et prophétique. Je vous cite un de ses propos. Il rejette le poème comme objet à part, survalorisé, idéal, en disant « Assez de mots, assez de phrases, ô vie réelle, sans art et sans métaphore, soit à moi. » Donc, on entend craquer véritablement, à travers tous ces exemples, les jointures de la poésie. On sent combien elle travaille à ce moment,
combien elle est soumise à des pressions nouvelles, il lui faut aussi bien reconnaître sa tradition que s'ouvrir de nouveaux horizons. Et c'est dans une œuvre comme celle d'Apollinaire, par laquelle je vais terminer en citant un peu Apollinaire et Sandrars, que l'on entend peut-être le mieux ce qu'Apollinaire lui-même appelle la longue querelle de l'ordre et de l'aventure. Jusque dans sa diversité formelle, partagée qu'elle est entre l'octosyllabe et le vers libre, par exemple, ou l'alexandrin, l'œuvre d'Apollinaire est une œuvre charnière. Elle rompt avec l'effacement symboliste, elle donne à entendre les bruits nouveaux du monde du XXe siècle, mais elle est aussi une œuvre profondément élégiaque, tournée vers le passé. Apollinaire a d'abord été marqué, semble-t-il, par le mouvement futuriste, dernier de la liste que j'ai égrené pendant cette conférence, le manifeste futuriste publié par Le Figaro du 20 février 1909 et qui est dû à la plume de Marinetti. Marinetti, écrivain italien, qui disait « Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile rugissante, à l'époque, elles allaient quand même pas très vite, une automobile rugissante est plus belle que la victoire de Samothrace. » Il valorise le lyrisme comme la faculté très rare de se griser de la vie et de la griser de nous-mêmes. Il va pousser le culte de l'énergie jusqu'à l'exaltation de l'agressivité, voire de l'agression. Il en vient à prôner la destruction de tout ce qui relève de la tradition au nom de la seule modernité. Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme et toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires. Il affirme que dans le monde moderne, l'art ne peut être que violence, cruauté et injustice. Marinetti finira fasciste. Provocateur, le mouvement futuriste se pose résolument comme une antitradition. Il célèbre ce qu'il appelle le lyrisme synthétique ou le lyrisme de la matière. Il se livre à de nouvelles expérimentations visuelles. Toutefois, il y a déjà des recherches qui annoncent, qui voient se profiler le mouvement de surréalisme à travers le goût de certaines recherches visuelles. Bref, la nouvelle poésie française qui apparaît dans les années 1913 n'est pas sans rapport avec ces énergies que recherche ou qu'affirme de façon très violente le futurisme, mais elle va se démarquer de ses excès. André Salmon ne voudra voir en lui qu'un opéra bouffa prétendant au serioso. Et Apollinaire, qui est également hostile à ces débordements, se montrera à la fois attentif à ce mouvement et très critique à l'endroit de ses excès terroristes et déclamatoires. Apollinaire publie, comme vous le savez, Zone comme le texte peut-être le plus significatif de ce renouveau poétique que j'ai essayé de décrire. Ça constitue une zone justement, un entre-deux, entre vers et prose, comme entre tradition et nouveauté. De même, le recueil Alcool dans son ensemble est partagé entre des poèmes réguliers où l'inspiration élégiaque use volontiers du rythme mélodieux de l'octosyllabe et des pièces plus résolument modernistes dans leur valorisation du vers libre. La figure poétique d'Apollinaire est à l'image de cette charnière que son œuvre va représenter. On entend boiter l'identité jusque dans son nom. Guillaume, Albert, Vladimir, Alexandre, Apollinaire de Kostrovitsky, résumé en général en Apollinaire. Apollinaire a un nom qui fédère une forme de cosmopolitisme, comme un mot valise. Le poète se désigne lui-même comme une ombre. Va-t'en errer, crédule et roux avec ton ombre, dans
le poème Le Larron. Et le mot ombre est un de ceux qui reviennent le plus souvent dans Alcool. Le mot ombre figure le peu de consistance et d'intensité de ce sujet lyrique. Le piéton boiteux du siècle nouveau va travailler à extraire le futur le plus audacieux de la substance la plus classiquement mythologique, ou, à l'inverse, faire entrer dans la poésie les réalités les plus neuves, les plus prosaïques du début du XXe siècle. Souvenez-vous de Zone. À la fin, tu es là de ce monde ancien, bergère ô tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de port aviation. On pourrait continuer. Mais Tour Eiffel, hangar de port aviation, sténodactylographe, affiches publicitaires, Apollinaire refuse toute hiérarchie poétique, prend le parti du quotidien et fait entrer les éléments les plus hétérogènes dans cette zone qu'est devenue le poème. On peut partir d'un fait quotidien, dit-il. Un mouchoir qui tombe peut être pour le poète un levier avec lequel il soulèvera tout un univers. Pour lui, la fausseté même est une mère féconde. Il ne s'agit pas de rêver ou de représenter un monde idéal, mais de révéler les tromperies, les jeux, les ombres, les mouvements, la beauté proprement poétique de l'univers terrestre. Un autre mythe revient sans cesse sous sa plume, le mythe d'Icare, lui aussi désacralisé par la modernité. Dans Zone, par exemple, il propose un portrait du Christ en aviateur. Calligramme systématisera en 1918 deux types de poèmes nouveaux, le calligramme, le poème conversation, et c'est alors aussi bien l'œil moderne, avec cet objet visuel qu'est le calligramme, que l'ouïe moderne, avec le poème conversation, qui se trouve valorisé par ces recherches poétiques nouvelles, des textes qui lorgnent vers la peinture, vers les affiches, ou qui rapportent des bribes de conversation retranscrites sur la page. Le lyrisme visuel, développé dans Calligramme, va proposer une spatialisation, voire une picturalisation du sentiment lyrique. Alors on pourrait rapprocher ces recherches de celles d'un de ses contemporains. Alors ça c'est le pont Mirabeau, bon, je passe. Quoique, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'avais quand même l'enregistrement de la voix d'Apollinaire. Je ne sais pas, à moins que j'arrive à cliquer sur ce... Non, ça n'a pas... Bon, voilà. Non, dans ces recherches picturales, on doit absolument, dans cette recherche d'un lyrisme nouveau, d'un lyrisme visuel, on doit absolument mentionner la prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France, un long poème que Blaise Cendrars a publié pour la première fois en 1913 sur un dépliant de 2 mètres. Long poème illustré par des géométries ou des géométrismes colorés de Sonia Delaunay. C'est simultanément un poème dont le mouvement se rapproche de celui de la narration, par son étendue même et son contenu, et un objet d'art fait pour la lecture et pour l'œil. Un objet qui nie, d'une certaine manière, la fermeture du livre et le découpage du texte au profit d'une visualisation globale et colorée du trajet poétique lui-même, à la façon d'une affiche. On pourrait citer d'autres textes de Blaise Cendrars, on pourrait rappeler Les Pâques à New York, publié en 1912, en vers libre dépourvu de ponctuation, et qui exprime la solitude errante dans une autre grande ville, la grande ville américaine, détresse morale du poète. On pourrait citer aussi la poursuite des recherches de Cendrars
en matière de lyrisme visuel avec un livre intitulé 19 poèmes élastiques, qui paraîtra en 1919, et un autre Kodak documentaire en 1924, où il recueille des bribes de faits divers issus des journaux ou de la TSF. Mais je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter sur cette image, parce que les autres références nous transportent au-delà de la frontière que je m'étais fixée, et qui était celle de la guerre de 1914. Donc voilà, une autre fenêtre, si l'on veut, que celle qui était fermée au début de ce petit exposé, une fenêtre en déplié, je dirais cette fois une fenêtre en tout cas très colorée. Merci. Je vous remercie pour ce panorama à la fois très, très complet et également très, très coloré de cette poésie à l'aube des années 1900. Alors, avant peut-être de vous céder la parole, je voudrais vous rappeler que toutes ces conférences sont enregistrées et seront écoutables sur notre site internet, donc du Comité d'histoire de la ville de Paris. Alors là, il faudra laisser un petit peu de temps. Ça va sans doute nous prendre 2 petites semaines avant qu'on puisse les mettre en ligne, tout simplement parce qu'il y a les vacances et que mon collègue qui s'en occupe prend des congés. Voilà. Je voulais également, bien évidemment, vous dire aussi que le calendrier des conférences, vous l'avez vu, est un petit peu bouleversé par les ponts, etc. Donc la prochaine conférence a lieu pendant un pont, le 2 mai. Mais voilà. Et puis après, pour les autres, de toute façon, je vous engage à regarder attentivement le programme et les dates de ces conférences. Voilà. Alors, je vais vous laisser maintenant la parole. Vous avez peut-être des questions à poser à M. Maulepoix ou des précisions sur à la fois peut-être la nature des auteurs qui ont été abordés ici, peut-être je sais pas, des remarques ou des choses à repréciser sur peut-être un auteur dont soit vous avez parlé, soit vous n'avez pas parlé. C'est à vous maintenant. Ne soyez pas timide. Ah, alors. Bonjour. J'ai une question concernant Rimbaud. Comment est-ce que vous pourriez le situer par rapport à ce vaste panorama? Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le premier des précurseurs de cette poésie nouvelle à l'aube du XXe siècle? Pourquoi pas? Il y a, dans la mesure où il y a un problème de chronologie, évidemment. C'est-à-dire que Rimbaud réclame vivement, très vivement, dans son écriture, et je dirais même dans l'ensemble de sa trajectoire, une vigueur, une lumière. C'est un poète de la lumière qui n'a rien de mélancolique, Rimbaud. Il n'y a pas de mélancolie chez Rimbaud. Une ardeur, un poète du soleil, de l'énergie, qui cherche la couleur, qui recolore même, aussi bien dans le fameux alphabet à noir, blanc, etc., que dans des textes comme Le bateau ivre, où il y a toute une fête de couleurs. Bon, Rimbaud réclame cette ardeur. Il annonce par là peut-être aussi cet appétit de réalité, mais il abandonne au moment même où il se dit rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Il lâche prise, il arrête. Et après lui viennent quantité de poètes justement qui sont fin de siècle et plus ou moins enfermés encore dans ce que j'appelais le cul-de-sac du 19e. Rimbaud, c'est un peu, oui, une sorte de météore qui passe au-dessus ou à côté,
qui n'est pas reçu d'ailleurs, qui n'est pas accepté par son temps, qui n'est pas accepté par ses confrères, qui leur tournent le dos, mais qui fait entendre, oui, qui fait entendre à la fois le désir d'une objectivité poétique, d'une vigueur, d'une lumière, d'une énergie. Alors, bon, il faudrait peut-être poser le problème autrement en se disant que ce que la poésie réclame dans les années 1900, ou ce vers quoi elle s'oriente, et que j'ai essayé de décrire et qu'on entend si fortement, d'ailleurs, chez Claudel, qui a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, un grand, grand lecteur de Rimbaud, qui a été commotionné par Rimbaud, qui parle de sa lecture de Rimbaud comme d'une véritable choc fondateur. Cet appétit du réel, il est l'une des dimensions de l'aspiration poétique. Il fait corps avec elle, il s'est formulé à ce moment-là de manière plus vive, parce qu'on était dans un moment peut-être d'espoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prospérité relative, de réouverture. Voilà, ces expositions universelles manifestent assez bien l'énergie aussi économique qu'il pouvait y avoir dans ce temps-là. Mais peut-être faudrait-il lire autrement l'histoire de ces énergies en les détachant de ces moments particuliers pendant lesquels elles ont pu s'exprimer, en les rattachant à des auteurs, en les rattachant à des œuvres, mais en les rattachant aussi je dirais, à une force qui est inhérente à la poésie même et qui réapparaît chez certains à différentes époques. Voilà, mais bon, je m'égare un peu, là, je me perds dans des ramifications trop compliquées. Je crois que vous avez raison, tout simplement, de dire que Rimbaud annonce, anticipe. En tout cas, le premier, peut-être, fait entendre cette force-là, oui. C'est juste. Oui, une question. Oui, merci beaucoup pour cette approche. Ce que je regrette un petit peu, c'est de ne pas avoir eu les dates de naissance et les dates de décès de ces poètes pour quand même, au niveau chronologique, voir comment ils s'encastraient les uns avec les autres au point de vue période. Parce que je dois avouer que j'ai un manque de culture au niveau au point de vue lettres, je serais tentée de dire. Et c'est vrai que j'ai entendu parler de l'ensemble de ces auteurs, mais c'est vrai que pour moi, si je voulais labourer un peu plus au niveau une représentation dans le temps m'aiderait beaucoup, si ça vous ennuyait, pour une autre conférence. Bon, là, je ne les ai pas tous sous la main, mais... Pour compléter un tout petit peu, excusez-moi, j'en profite parce que j'ai le micro, pour compléter un petit peu juste cet aspect, on va dire, d'histoire littéraire, je me demandais, moi, j'avais une question plus générale sur le contexte et sur le fait que cette fenêtre qui s'ouvre un peu sur la lumière au tournant des années 1900, est-ce qu'elle n'avait pas non plus... est-ce que c'est pas l'objet d'une vision un peu rétroactive sur ce qu'on appelle la Belle Époque en histoire, qui est vue au prisme de ce qu'on sait de ce qui se passe après, en fait? Est-ce qu'il y avait une conscience de la part de ces auteurs d'apparaître comme quelque chose de plus lumineux qu'au XIXe siècle? Oui, j'en veux pour preuve au moins les mots de Claudel que j'ai cités quand il dit qu'on a ouvert la fenêtre, on a balancé, et il faudrait faire un beau livre sur les fenêtres de la fin du 19e et du début du 20e. Un de ces beaux livres comme on voudrait en voir plus dans les librairies, où il y aurait à la fois des poèmes, des proses, des tableaux. Je pense à l'importance prise par ces fenêtres dans la peinture de l'époque, dans les tableaux impressionnistes.
Je suppose que ceux qui ont le temps d'aller voir l'exposition au musée Marmottan, l'intimité des impressionnistes, moi je ne l'ai pas encore vue, mais je suis persuadé qu'il y en a quelques-unes de ces fenêtres ouvertes sur des petits jardins, comme déjà dans la poésie de Verlaine, ouverte un peu sur le petit jardin. Cette conquête de la lumière, c'est quand même un des grands motifs de l'époque, et notamment dans la peinture de l'époque. Donc il y a vraiment conscience de sortir de quelque chose. Vous savez, le monde de la fin du 19e, ces intérieurs bourgeois très confinés, fermés de tentures, remplis de bibelots. Je n'ai pas retrouvé une photo que j'ai eue à un moment, mais on voyait justement Méry Laurent, la cocotte de Mallarmé, au piano, avec Mallarmé à côté d'elle. Mais il y avait sur les murs des tentures, devant les tentures des miroirs, sur les miroirs des tableaux. Parfois des effets comme ça d'empilement d'objets dont on n'a pas idée dans nos intérieurs contemporains, qui sont beaucoup plus sobres. Donc il y avait quelque chose qui s'étouffait là, dont les poètes avaient particulièrement conscience, et le besoin de renouer avec le monde extérieur. Alors qu'on ait appelé a posteriori Belle Époque ce temps-là, évidemment, c'est une dénomination d'historien, je crois, qui est venue plus tardivement à cause de la guerre. Quand on a regardé dans le rétroviseur, on s'est dit quand même ce temps-là était heureux. Mais ça n'empêche pas que dans ces années, dans le mouvement de ces années, dans le mouvement littéraire, pictural, sans doute musical aussi de ces années-là, il y ait eu une reconquête de la lumière. Voilà, on pourrait dire ça comme ça, et de la couleur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, précisions? Ah oui. Oui, j'ai une deuxième question à vous poser. Vous avez évoqué à la fin de votre propos le poème Pâques à New York, et je voulais savoir si, de votre point de vue, ce poème avait pu influencer Apollinaire pour son poème Zone. C'est une question, je crois, qui a été déjà plusieurs fois débattue. Je ne sais pas si vous avez votre propre point de vue. Je n'ai pas ma réponse. Je ne sais pas. J'en resterai à caractère frappant de la concomitance. Je ne peux pas vous en dire plus. Il faudrait interroger là des spécialistes vraiment d'Apollinaire et de Sandrars. Je ne sais pas si ça a été éclairci. Vous savez, il y a quelques mystères comme ça, comme chez Rimbaud, on ne sait pas très bien la chronologie entre les illuminations et une saison en enfer. Il y a des choses qui restent obscures. Là, la chronologie exacte entre Pâques à New York et Zone, je ne saurais pas vous dire. Et alors, parmi les nombreux courants qui constituent l'héritage de ce symbolisme éclaté dont vous avez cité en premier lieu l'école romane, qui est finalement un regard tourné plus vers le passé que vers l'avenir, est-ce qu'on ne pourrait pas situer dans ce sillage un poète comme Valéry? Tout à fait. Oui, en débarrassant évidemment l'école romane la filiation de tout caractère vraiment réactionnaire, parce qu'il y avait de cela dans l'école romane. Chez Valéry, il y a d'abord une fidélité à l'alexandrin, qui reste très mallarméenne d'une certaine manière, un goût de la lumière qui n'est pas tant la nostalgie d'une Grèce antique que le rebondissement dans l'écriture, ou le ricochet dans l'écriture d'une expérience sensorielle personnelle, enfantine personnelle. N'oublions pas que c'est un Méditerranéen, Valéry, et ce goût qu'il a pour la clarté dans la langue et pour la lumière dans l'inspiration de sa poésie même, il lui vient d'abord et avant tout de ses impressions méditerranéennes, pour reprendre un de ses mots. Valéry serait un personnage que j'aurais pu introduire. Je n'ai plus en tête la date de la fameuse crise, mais Valéry porte en lui-même d'une autre manière. Je ne l'ai pas introduit parce que
si vous voulez, le vrai Valéry poète, celui que nous connaissons et que nous lisons, commence avec La Jeune Parc, qui est un poème écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. L'oreille à Verdun, comme il dit. Et le Valéry que nous connaissons plus encore, celui des poésies, donc du Cimetière marin ou de l'Épa et autres, c'est le Valéry de 1920. Donc il était au-delà. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que Valéry vit dans sa biographie même, et dans sa biographie intellectuelle, mais aussi morale et affective, la crise même que j'ai suggérée. Valéry a fait ses débuts en jeune poète symboliste, fréquentant le salon de Mallarmé le mardi, écrivant des vers anciens éthérés avec toutes sortes de... Bon, il y a les figures, on les retrouvera encore, hein, le narcisse, il va perdurer un temps, etc. Mais avec toutes sortes de figures héritées de l'ancienne tradition. Et puis d'un seul coup, il y a une crise. 1893, 91, je n'ai plus la date exacte en tête, pardonnez-moi. Une nuit, une crise comparable à celle de Pascal et d'autres, les grandes crises comme ça qui émaillent des trajectoires intellectuelles. Une crise de vocation où il décide de rompre avec la poésie. Il vit un moment difficile sentimentalement. Il considère que la poésie lui pourrit la vie, qu'elle l'oriente trop vers l'irréalité. Et donc, il décide de rompre avec la poésie. Il va aller jusqu'à revendre son exemplaire des Fleurs du Mal, se manifester symboliquement sa rupture avec la poésie. Et il décide de se consacrer à finalement une seule chose. Qu'est-ce que peut un homme ? Donc, s'orienter du côté du possible et non plus du côté de l'impossible. Cesser d'avoir la cervelle dévorée par les chimères, ne plus être au monde. Non, il veut se remettre au monde et consacrer son esprit à la question du possible. Donc, ça va être l'aventure des cahiers. Il se lève le matin à 5 heures, il fait fonctionner sa belle intelligence et il travaille sur toutes sortes de sujets, il analyse. Il va en sortir comme ça des dizaines de milliers de pages. Et puis, plus tard... il publie l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, il publie Monsieur Test, qui a un certain retentissement, et un jour, je crois, c'est André Gide, André Gide, peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, donc sans doute 1912-1913, vient le voir en lui proposant de publier ses anciens vers, ses vers anciens. Ça donnera d'ailleurs album de vers anciens. Et plus tard. Et Valéry dit « Oh non, l'ensemble est trop court, ces choses sont trop vieillottes. Je vais les compléter par un nouveau poème. » Et il se met à écrire des alexandrins. Et comme la guerre survient, ces alexandrins vont devenir La Jeune Parc. Et il va retourner dans la poésie par le biais de La Jeune Parc. Mais en faisant de la poésie autre chose que ce qu'elle avait été dans ses débuts symbolistes, c'est-à-dire des petits appareils verbaux extraordinairement travaillés, d'une langue très pure, dans lesquels finalement il manifeste la vie même de l'esprit. Enfin, chaque poème de Valéry est un peu comme une allégorie de la vie de l'esprit. Quand il écrit les Grenades, c'est pour essayer de nous donner accès à l'intérieur d'une cervelle. Quand il écrit les pas, c'est à la fois les pas du désir et les pas de l'intelligence, le chemin d'une intelligence qui travaille, etc. Chaque pièce d'Apollinaire est une méditation. Il débarrasse la poésie, en tout cas, de toute sa part d'irrationalité. Il n'est plus... Il reste mallarméen, plus ou moins dans la forme, mais il ne l'est plus dans l'esprit. Il se refuse à tout mysticisme poétique. Voilà, il est sorti lui aussi du symbolisme, c'est ça que je voulais dire, pour accéder à une autre clarté. Il a fait sa crise, il l'a fait, je dirais, solitairement, mais il a vécu en raccourci dans son itinéraire propre la même crise. Bon, eh bien, je vais vous
remercie une nouvelle fois. Donc, je vous encourage à aller visiter l'exposition Paris 1900, parce que c'est quand même en lien avec cette exposition. Si vous avez regardé les programmes, la prochaine conférence d'histoire de l'art, c'est la semaine prochaine, mais en histoire pure, c'est le 2 mai. Voilà. Donc il y a un petit décalage de calendrier qui sont liés aux vacances.